Okay, hi everyone. Bonjour à toutes et à tous. Hope you're doing very well. Thanks for being here for the seminar. Just remember that you can ask questions in English or in French. We can translate as needed. Stay civil. This is supposed to be a positive and open discussion. And today we have two great experts that will be talking to you, Karine Ingold and Michel Mater. We will start with Karine for about 20 minutes, followed by 10-15 minutes of questions and discussions, and followed by Michel Mater, and again 10 to 15 minutes of questions and discussions. Let me just introduce Professor Karine Ingold. She's a professor in political science and the president of ProClim, the climate science platform at SNAT. She leads the research group of policy analysis and environmental governance at the Institute of Political Science and the Eschger Center of Climate Change Research, both at the University of Bern. She's also a group leader at EWAG, the Water Research Institute of the ETH domain. So thank you for being here, Karine. The microphone is yours. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette gentille introduction. Bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir de pouvoir présenter ici. Donc, j'ai reçu l'invitation en anglais et je vais présenter en anglais, mais j'ai fait mes études à Genève, ça fait un petit temps, mais bref, je parle toujours le français et après mes études à Genève, j'ai fait un postdoc à l'EPF à Zurich et je suis allée à UC Davis et depuis 11 ans, j'ai le plaisir d'être professeur en sciences politiques à l'université de Berne et le reste, Nicolas, il a tout raconté déjà. So I hope you can see well my presentation. So I will talk about democratically legitimate climate action, and I will start maybe with a link to the title of the seminar series. If I understood it correctly, it puts climate action in relation with transformation. And when I think about transformation, maybe towards a net zero society, for instance, I have very positive actually images in my mind about green urban spaces, maybe a bit fancy and innovative scenarios. For sure, also digitalization plays a role, maybe in agriculture, etc., but I'm totally aware that this is a complex process that activates different systems, or there is a need of changes in different systems like food, energy, mobility, and so on and so forth. And this is why I define transformation as a process. We need a long-term perspective for it. It's cross-sectoral and boundary spanning, for sure, inclusive, innovative, etc., etc. And to realize this transformation, we have actually vehicles that are pretty old, in several decades, and these are the principles of sustainability. And in my talk, I will talk about sustainability on one side and democracy on the other. And from sustainability, we know very well the cross-sectoral dimension, the approach with the three pillars, for instance, so the economy, the environment, and the society. But maybe this is, even though it's still a challenge, I would say, to think in all three pillars at the same time, it's maybe still too simplistic in the sense that we have now the 17 SDGs that are presented, and where this cross-sectoral dimension or this cross-sectoral aspect of the transformation is expressed. A second sustainability principle, taking into consideration more this long-term perspective, is the intergenerational responsibility. But we have to admit that with both, with the cross-sectoral as well as the intergenerational perspective, very often the political system has a hard time.
Very often when we look at how, for instance, the public administration in many countries is still organized, we still recognize those sectoral silos. When we look at the laws and regulations that are introduced, very often it's in the hand or in the lead of one public agency, for instance. So the cross-sectoral dimension is still rather the exception than the rule, even though many procedures are set up in this way. And with my colleague Ruth Wiedemann, I analyzed a very narrow domain of pesticide risk reduction that is highly cross-sectoral as a problem. And we noticed that even though sometimes we manage to produce regulations that are cross-sectoral, the institutional arrangement behind that should be also cross-sectoral is sometimes very difficult to realize. And then intergenerational perspective. Now I'm challenging Michel as a decision maker, as a politician. Very often, and this is maybe too simplistic, you might argue, decision makers think in election and re-election terms, to say that they sometimes are asked to produce short-term solutions, even though the problems might be long-term. So this is one challenge, and there is the request to prolongate the mandate of politicians, but obviously this would then reduce my voice option as a citizen, so I could then elect and re-elect politicians and decision makers not every 4 years, but maybe only every 10 years. So is this what we want in democracy, this redesign? Something else is to lower the age of voting to 16, for instance, instead of 18. We had this in the canton of Bern very recently, and it was rejected at the ballot. So there is a high reluctance to go younger in democracy. So as a first conclusion, democracies could still improve quite a bit in relation to sustainability principles such as cross-sectoral and intergenerational perspective that could be adopted, and we could definitely improve democratic systems in that regard. A third sustainability principle is participation. In the Brundtland report already, 1987, participation by NGOs, by local people, by affected actors is very big. And one could think that this should be compatible with democracy and vice versa, as democracy is the government and governing by the people. But let's see this just right now. So what does sustainable decision making mean and entail? So we have on the one side representatives of the civil society, very prominently Greta Thunberg at the UN conferences, for instance, but we can also think about other civil societal involvement. So here we have from France an example of a climate mini-public or of a citizens council, where we have a large involvement in one specific policy domain by citizens. We know this very recently in Switzerland, where we have a citizens council about the food system, for instance. And I had the pleasure to contribute to the 9th chapter of the 10 Insights that came out like 2 or 3 days ago, where I wrote with my co-authors about inclusive decision-making, so new forms of decision-making, including non-elected officials. And I come to that non-elected officials in a minute. And last but not least, for the sake of completeness, very often as sustainable is also categorized the evidence-based policymaking, so the inclusion of science in public decision-making, like here with the COVID task force, for instance. But I would not be here if I would not say something challenging about all this in relation to democracy. So how democratic is this? But maybe a small word about democracy in general. So already at the very beginning of democracy was criticized by Plato and his most famous scholar Aristotle.
they said that it's very selective. So it's decision making by the elite or by an elite and not by the people, because in ancient Greece, it was more men only and citizens, formal citizens only. So no migrants, for instance, who could participate in decision making, but this then suddenly rings a bell still today. So are the people well represented in a democracy? Even in direct democracy, so we know a lot of direct democratic instruments in Switzerland, but for activating our voice and our voice option, we need to be informed. We need to feel capable. We need to feel à l'aise, how you would say it in French, to go voting. So are we as inclusive as we want to be in our Swiss direct democracy, ? So already in normal times, it's sometimes difficult to live democracy and to be as democratic as we could. And even if you forget about sustainability in the middle of this balance, democracy struggles a lot between inputs legitimacy and output legitimacy. So, or we have good procedures or good outputs, but sometimes the two is difficult, because the more people participate, the more transparent and just are maybe the processes, but do then the outputs, the laws, the regulations that we have look as innovative, creative, sober, path-breaking as we want. So very often the compromises that we love in Switzerland are unfortunately not the first best, but very often only the second best solutions. It's a puzzle of different interests instead of an effective and efficient solution to the problem we have to tackle. So anyhow, in democracies, it's difficult to find the balance between input and output. And sustainability challenges this balance even more, or at least also. Because, and let's come back to Greta Thunberg and to Martin Ackermann in the COVID task force, citizens' voice, so our voice option is reduced as soon as non-elected people participate in public decision-making. So it reduces democratic input legitimacy as soon as I cannot vote or in favor or against somebody. So I can only have or activate my democratic voice as soon as somebody is elected. If I have a scientific task force, for instance, sometimes for me as a citizen, it's even difficult to know the election criteria. Who did select the people in the task force, and what were the criteria that were used? And do I find those criteria just? And is Greta Thunberg really a good representative of the movement that she represents? Or is she an extreme? Does she have an extreme opinion or a medium opinion for the social movement she's representing? So are the selection criteria transparent? Maybe yes, maybe no. And whom can I hold accountable? If, for instance, non-elected officials start to be involved in policy making or in policy implementation, the chain from those who I can hold accountable, who are responsive to me, meaning like Michel, the parliamentarians, for instance, it's very long, this chain from a parliamentarian to the public administration to a task force, for instance. So it might be that then better results are emerging, but it reduces my voice option as a citizen. So democratic input legitimacy could be enhanced, and we should find other ways of legitimization when we include non-elected officials in democratic policy making. This is a bit my claim here. So are there no compatible forms between sustainability and democracy? For sure there are. So the more deliberative, the more participatory decision-making procedures are, the more they are compatible between democracy and sustainability. But
what should be important is that we should not create procedures that are totally disentangled from formal decision making. This is actually one danger that exists with those mini publics or with those citizens councils, because then selected, mostly randomly selected ensemble of citizens comes up with some solutions for a transformation in the food system or to reach net zero society. And then they have this catalog of suggestions, and then this can be read or not by formal decision makers. So I would say it's important to institutionalize and legitimize those mini publics also together with formal decision making platforms, so that the solutions those mini publics come up with are then integrated in formal decision making. And then the legitimization needs to be different than, because those people will never be elected. So that's not the plan. Also, a task force is not elected by the people, but then the task force should at least be legitimized through the government, for instance, or through a legitimized body. So we do not have a total disentanglement between democratic decision making and those civil societal actions. And all this needs obviously time to produce results, to build up trust and so on and so forth. And very often deliberative processes follow the rule of consensus. So everybody needs to be in favor of the solution. And if one person is against, there is no solution. And this is tough rule, needs time, needs few people. With a lot of people, I do not know when you reach this consensus. So very often we change from a consensus to a compromise. And as I mentioned before, a compromise is very rarely sober first best solution. It's a puzzle between different individual interests. And we love in Switzerland very often compromises, but it makes our constitution, for instance, is very wild. I do not know any other country who has such a wild constitution than we have, because of those compromises that we find, and that people's decisions enter also the constitution. So this is maybe a challenge that we face also following compatible decision-making procedures between sustainability and democracy, that the effectiveness of outputs is maybe not as high as it should. And I will finish briefly with a current research project I'm conducting with my team about the gap between international commitments and national policies. What you see here are different countries, 26 that we analyzed. We analyzed their international climate commitments, pledges under the NDCs or written in their NDCs, and the domestic climate mitigation policies they adopted. And countries above the line are not harmonized, but have more ambitious domestic action than international commitments. And those under the line, with USA and Switzerland, also Finland, we have higher international ambitions and less domestic policy. So there is a gap between what we promise and what we do nationally. But this is obviously a result of democracy, in the sense that mainly in parliamentary democracies, it's the government that goes to negotiate and the public administration. But who makes the laws domestically? It's the parliament and the people in Switzerland. So very different organs, very different actors that decide. So if we were totally harmonized between what we promise internationally and what we do domestically, this would really be a surprise to me. So this is the nature of parliamentary democracies, to have this gap, but nevertheless, we could probably do better in harmonization, I would say. And this is my final slide. I would also suggest some creative destruction. So if we want to be transformative, if we want to go into the direction of net zero society, this means that we also have to give up some useless policies. And we are very bad in giving up existing policies. So a systematic evaluation of what still holds true and what should be abolished would not be wrong. This is
my final statement. And merci beaucoup pour votre attention. Et voici quelques citations que j'ai mentionnées pendant ma présentation. On va continuer cette découverte avec Michel Matter, Vert libéral qui se joint à nous aujourd'hui. Alors, il a d'abord fait des études de médecine, puis d'ophtalmologie à l'Université de Genève. Il a cofondé son cabinet actuel, le Centre ophtalmologique de Rives, en 2010. Il est médecin, chef d'entreprise, conseiller national depuis 2019 et vice-président du Parti Vert libéral suisse depuis 2021. Merci d'être avec nous, Michel. Je vous passe la parole. Merci bien. J'espère qu'on arrive à voir ce que j'ai prévu de projeter. Merci aux organisatrices, organisateurs. Merci à Karine, parce qu'il y a déjà plein de pistes qui ont été avancées. Je parlerai sous, si j'ose dire, le regard de Christophe qui peut intervenir à un moment donné, parce que je pense que c'est important. Je vais débuter par un arbre, parce que je pense que c'est une des choses qui est essentielle. Ça, c'est un lilas des Indes. Normalement, on devrait à peu près jamais en voir chez nous. Ben, on en voit de plus en plus parce que c'est un arbre qui arrive à résister à la sécheresse. Donc, on voit qu'il y a un impact au niveau de la nature, et le lilas des Indes est un exemple frappant, et je tenais à débuter mon propos avec un arbre. Voilà, le dimanche 6 novembre, Antonio Guterres a dit une question de vie ou de mort. Je ne sais pas si on doit discuter de mots qui sont aussi forts que vie et mort, ou vie ou mort, mais c'est de placer le débat où il se trouve. Et puis, je rappelle, Jacques Chirac, président français, a dit il y a 20 ans, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Je crois que cette phrase de Jacques Chirac était extrêmement forte. 20 ans après, où est-ce que nous en sommes? Et puis, chacun sait bien où se trouve du point de vue CO2, les États-Unis, la Chine, bientôt l'Inde qui sera le pays le plus peuplé au monde prochainement. On voit aussi, bien évidemment, la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne. Et puis, quoi faire de plus que cet été où chaque citoyenne, chaque citoyen a vu ces images difficiles à soutenir, avec des poissons qui étaient à la surface des eaux, avec des animaux qu'on devait amener à l'abattoir en Suisse. Et puis, le mois d'octobre a été le plus chaud depuis les débuts des mesures. Donc ça, c'est un impact réel. Et en même temps, les journaux ont titré sur le fait qu'on avait moins consommé du point de vue énergétique au mois d'octobre. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Probablement qu'il y a un lien entre cette chaleur. Et puis, tout le monde a vu ou a lu, j'espère, le rapport du GIEC, et puis aussi ces rapports qui sont alarmistes. J'ai trouvé très forte cette une de Libération, 30 degrés en automne, le redout qu'on redoute. Il faisait 26 degrés à Athènes il y a 3 jours. Ça dit bien l'état de où on est. Alors, Sharm el-Sheikh, bien évidemment, si on parle de politique, on doit parler de politique internationale 2022, voilà, avec une photo où il y a très peu d'arbres sur la photo, ou alors il faut les chercher, en Égypte. Et hier un journal orange, si j'ose dire, le matin dimanche, il y avait ce dessin, rien sur la COP, il n'y en a que pour les mi-termes. On voit l'impact de la politique américaine, et on voit aussi l'impact de ce qui est lié au climat. Alors, la COP, est-ce que c'est futile comme c'est écrit sur cette diapositive? Est-ce que toutes les COP avant ont échoué? Je laisse chacune et chacun voir. Le titre cette année, c'est « Together for Implementation », avec un point. Je ne sais pas si j'avais dû faire un titre, si j'aurais mis un point. Je trouve que le point ferme les choses, mais s'il faut implémenter, eh bien, en tout cas, ça devrait aller dans un sens. Et puis, tout d'un coup, Bertrand Piccard dit « Cette fois-ci, je m'énerve ». Parce qu'il assiste à des réunions, et puis les réunions, il n'y a aucune implémentation. Il y a il faut faire, nous ferons, on doit faire un programme. Alors, je ne sais pas si ce sont les 165 ou 175 projets qui sont là, mais en tout cas, c'est quelque chose où on doit aller plus vite. Bertrand Piccard, je rappelle, alors c'est un côté politique, je trouve, mais cette idée de pouvoir amener 1000 solutions ou plus de 1000 solutions actuellement, de solutions propres et rentables à la crise environnementale.
Greta, ben, comment faire sans elle lorsqu'on discute, mais ils ont fait 30 ans de blabla. Là, je me suis arrêté à 2 blabla. Il y a le blablabla, bien évidemment, et c'est l'interrogation de notre action politique, de ce que nous faisons. Est-ce qu'on a fait beaucoup ou peu dans notre pays et ailleurs? Et on voit que pour la COP 31, qui possiblement on aurait pu avoir un dossier de candidature à Genève, mais le Conseil fédéral s'est un peu emmêlé les pieds, si j'ose dire, entre les uns et les autres. Sur cette photo, 3 sont représentés, 2 ne seront plus au Conseil fédéral à partir de 2023. Mais on voit que la candidature genevoise pour 2021 a du plomb dans l'aile, si j'ose dire. Et puis, quel est l'impact? Quel est l'impact, en fait, en Suisse des thèmes du climat, de l'environnement, de l'énergie sur les partis politiques? Vous avez sans doute vu ou entendu parler de ces sondages qui datent de octobre 2022, qui ont été faits au mois de septembre, donc juste après l'été, donc vraiment avec un impact très fort du point de vue climatique. Eh bien, là, vous avez la courbe des partis, vous avez l'UDC qui est nettement au-dessus des autres, et puis les partis qui montent un petit peu ou qui descendent un petit peu. Et on voit quoi? On voit dans les thèmes, en fait, le thème numéro 1 en Suisse, c'est le dérèglement climatique. Le numéro 2, qui est un thème nouveau, c'est la sécurité de l'approvisionnement et de l'énergie. Et puis le thème numéro 3, sans surprise, dans un sondage qui est fait au mois de septembre, ce sont les primes au niveau des assurances maladie. Eh bien, ces 3 thèmes, si je reprends la diapositive précédente, ce sont aucunement des thèmes qui sont des thèmes forts à l'UDC, ou en tout cas où l'UDC est forte, si j'ose dire. Ce sont plutôt des thèmes qui appartiennent aux autres partis, surtout ceux qui sont tournés vers l'écologie. Alors, est-ce que lorsque l'on a les 3 thèmes principaux d'un pays, en tout cas des citoyennes et des citoyens qui sont de façon très importante, 43% pour le dérèglement climatique, la sécurité en approvisionnement, c'est 36% et les primes, 31%, et que le parti qui est le plus représenté, en fait, ne bouge pas? Est-ce qu'il y a un impact des thèmes réellement sur le vote des gens? Rappelez aussi en Suisse, pour les gens qui sont à l'étranger, que nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir voter très souvent, environ tous les 3 mois, on vote, 3-4 mois, on vote en Suisse, ce qui est un élément démocratique très important. Et puis, nous avons eu cette loi sur dite loi CO2, loi CO2 qui a été refusée par 51,6%, donc un refus faible, mais un refus. Et puis, une participation ce jour-là qui était de près de 60%. Il y avait aussi ce jour-là un vote sur la loi sur les pesticides pour une évolution de la société dans 10 ans. Et on voit en fait que la loi sur le CO2 a été refusée. Alors, certains ont vu un changement intergénérationnel. Ce n'est pas lié ma diapositive à ce parti le PLR, mais simplement, est-ce qu'il y a ce lien intergénérationnel? Est-ce que les jeunes voient différemment les choses? Certains ont émis en avant, en fait, que cette loi avait été refusée parce qu'il y avait la question des taxes. Est-ce que de payer un billet d'avion plus cher, est-ce que c'est normal ou pas? Je pense que oui, mais certains ont jugé, parmi les jeunes, c'était aucunement à cette génération de payer, en fait, pour ce que d'autres générations avaient fait avant elle, en oubliant sans doute aussi que si je prends les barrages en Suisse, le Grimsel, c'est 1930, la Grande Dixence, c'est 1960. Donc, on voit que chaque génération fait un effort ou a fait un effort, en tout cas une réflexion. Et puis, Guy Parmelin, aussi conseiller fédéral, a dit chaque kilowattheure compte. Bien évidemment, il a aussi ajouté qu'il était souvent celui qui éteignait la lumière dans les bureaux. Est-ce que à l'heure actuelle, quel est l'impact en fait de cette crise énergétique? Et puis, est-ce que l'on peut raisonner en Suisse par canton ou au niveau national sans en fait raisonner avec nos voisins? Quel est notre lien avec l'Europe? Quels sont les liens que nous devons avoir? Quelle est notre dépendance, bien évidemment, par rapport à l'Europe? Là où certains voudraient isoler en fait la Suisse, eh bien, on voit de plus en plus que l'on a des voisins et des voisins avec qui on doit s'entendre et vers qui on doit se tourner. Alors, bien évidemment, notre approvisionnement en énergie doit être efficace, renouvelable. On doit savoir stocker aussi, économiser, bien évidemment.
Et puis, on doit se tourner, je l'ai dit, vers la question européenne. Mais c'est surtout l'efficience, hein. L'efficience doit être au cœur de tout. Le gaspillage est un drame en Suisse, le gaspillage alimentaire, hein. Je rappelle que c'est 3 000 millions de kilos par année en Suisse. Donc, le gaspillage, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, on nous dit que ben voilà, quand l'essence, il y aura des problèmes, ça nous remettra les pieds sur terre. Je ne sais pas si ça remettra les pieds sur terre une fois qu'on aura un problème lié aux fossiles. On espère bien évidemment changer. Et puis, avec cette chance en Suisse de pouvoir lancer des initiatives, de pouvoir voter sur des initiatives, mais aussi de pousser le Parlement suisse à prendre position sur ces initiatives et, si possible, à amener des contre-projets indirects. Et là, c'est l'initiative sur les glaciers, hein. Cette initiative sur les glaciers, c'est clairement un objectif 2050, hein. Et puis, le Parlement a travaillé, bien évidemment. Tous les partis, sauf l'UDC, ont soutenu ce contre-projet indirect. Et puis, comme nous avons aussi le droit de faire des références, on avait aussi les milieux économiques qui souvent sont, c'est difficile parfois de faire venir l'économie vers l'écologie, on y tend, hein. On essaye de travailler sur ce lien entre l'économie et l'écologie parce qu'il est indispensable. On pourrait aussi discuter des questions de croissance sélective et de décroissance. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un sujet qui est central par rapport à la crise climatique. Et l'UDC veut lancer le contre-projet indirect, l'initiative sur les glaciers. Voilà, donc le peuple sera amené à voter. Donc, si le peuple est amené à voter, c'est la chance de la démocratie. Il y aura des débats et les gens pourront se prononcer. Et j'espère que la majorité, en fait, soutiendra en fait le contre-projet indirect, bien évidemment, parce que nous devons agir. Ceci, l'image est un peu floue volontairement parce que certains ont oublié qu'il fallait enlever le nom, ou en tout cas le seul projet qu'ils ont en Suisse et puis chez nos voisins également, c'est le nucléaire, c'est de revenir en fait à quelque chose pour lequel on a de gros problèmes. En France, ce sont pratiquement la moitié des centrales qui sont arrêtées, avec un coût faramineux par rapport aux nouvelles centrales. Pour certains, par contre, c'est le futur du point de vue de leur approche, c'est une des seules choses que l'on devrait faire. Maintenant, si je reviens à la Suisse, quand on a discuté de la COP 31 qui aurait pu être organisée sur Genève, avec la Genève internationale, mais c'est aussi, quand on organise la COP, c'est aussi le regard sur soi-même. Alors, ce titre, je l'aime bien, du journal Le Temps, c'était « Est-ce que occuper une colline, un pont, est-ce que ça a une utilité ?» On a vu ces temps que les médias prennent ces sujets. Là, j'ai juste mis le Crédit Suisse. Pourquoi j'ai mis le Crédit Suisse? Parce que le Crédit Suisse est un peu dans la tourmente et puis on voit que les titres supprimera 2000 emplois. Alors, les titres devraient être plutôt dramatiques, mais on voit qu'un des titres, ça a été à Crédit Suisse, un premier pas dans la bonne direction. Alors, je ne sais pas si quand on supprime des emplois, on va dans la bonne direction. Et puis, on voit que rapidement après, parce qu'il y a des fonds étrangers qui seraient là au sein du Crédit Suisse, ça pose un problème. Et puis, il y a la question du militantisme, bien évidemment. Quel est l'impact de nos banques? Parce qu'on ne doit jamais oublier que l'on doit tendre vers la finance durable. Qu'est-ce que la finance durable? Et puis, à quelle vitesse peut évoluer? Est-ce que nous, dans nos actions politiques, est-ce qu'on peut avoir une influence par rapport à cette finance durable? Je pense là aussi que nous devons agir. Et puis, comme dans tous les pays ou dans beaucoup d'endroits, vous avez vu en Suisse également, des militants qui bloquent le pont du Mont-Blanc à Genève. Quand on bloque le pont du Mont-Blanc, on bloque à peu près toute la circulation sur Genève, en tout cas. Puis, c'est la petite photo qui est en bas. On a vu que près de Paris, eh bien, des militants aussi se sont assis, mais ils se sont fait expulser assez rapidement en fait, par les gens et qui étaient avec une grande agressivité. Est-ce que s'en prendre à des tableaux de façon répétée tous les 2-3 jours, est-ce que c'est un acte qui est important ou pas? Chacun et chacune a son opinion. Certains pensent que ça renforce les gens qui sont opposés à toute réforme, et puis d'autres, au contraire, pensent qu'il faut absolument faire
ces actions. Après, il y a la question, est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce qu'on est dans un monde de Insta, de Be Real? Est-ce que ces actions, en fait, jusqu'où est-ce qu'elles vont? Est-ce que de bloquer les jets à Genève, c'est plus efficace que si on bloquait EasyJet ou Suisse un samedi après-midi? Je ne sais pas quelle serait la réaction des gens, mais en tout cas, les médias transmettent rapidement. Est-ce que les médias font l'opinion? Je ne sais pas en Suisse, puisque j'ai essayé de vous démontrer que le parti numéro 1 en Suisse, qui fait entre 25 et 30% des voix, c'est-à-dire une personne sur 4 votes pour un parti qui n'a pas les questions climatiques et les questions énergétiques en numéro 1, est-ce que ça a une influence réellement ou est-ce qu'on rassure en fait au contraire ses propres adhérents? C'est une interrogation. Par contre, il y a plus d'un siècle, les suffragettes pour le vote féminin ont fait des actions fortes et elles ont continué leurs actions fortes et elles ont obtenu gain de cause. Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut aller dans cette direction? Il n'y avait pas probablement dans ces années-là non plus un impact aussi grand du point de vue des médias, de ce que l'on peut avoir actuellement chez nous. Après, est-ce que les vedettes, là, c'est par rapport aux animaux, tout récemment, Isabelle Adjani, avec la question des chèvres liées à L214, le reportage a eu un impact énorme. En un week-end, l'agroalimentaire en France a changé, en fait, par rapport à une marque qui était dénoncée par rapport à ceci. Je fais partie de la génération qui a eu un phoque en peluche chez lui, et puis la question de l'image qui est mise au service. Est-ce que ça a un impact plus important que les citoyennes et les citoyens, ou est-ce que l'action que nous pouvons faire? Des initiatives, alors j'en cite une, il y en a plein en Suisse, ça c'est celle sur Genève des Verts libéraux, mais il y en a plein. Les partis qui sont concernés en font, bien évidemment. Pourquoi je mets celle-ci? Parce qu'en moins de 2 mois, on a récolté plus de 7000 signatures. Donc, on voit qu'il y a un impact et une considération très, très forte pour avancer sur ces sujets du renouvelable, bien évidemment. Et puis ça, c'est le journal des agriculteurs. Est-ce qu'on ne devrait pas, les Verts et les Verts libéraux et les autres qui sont à Berne, se tourner plus vers l'agriculteur, les agriculteurs, pour aller vers une transition, comme ça a été dit, l'agri-photovoltaïsme, ou en tout cas tout ce qui est lié au progrès que l'on peut avoir. J'ai évoqué, je l'ai simplement évoqué, les questions de croissance sélective, de croissance, de décroissance, puisque là aussi, nous avons un impact, bien évidemment, qui est différent si la croissance n'est aucunement sélective. Elle doit être, je pense, dans notre monde sélective, et nous devons y travailler, bien évidemment, à Berne, dans les cantons également. Et puis, notre monde avance, on a un monde de plus en plus technologique, mais qui consomme aussi une énergie folle. On doit se poser des questions parce que notre monde tend de plus en plus à ceci. Et puis, l'agritech, est-ce que là aussi, on ne doit pas se tourner de plus en plus vers cette agritech? J'ai aussi évoqué la question du stockage de l'énergie en Suisse, où on doit renforcer toute la numérisation, bien évidemment, par rapport au stockage, avancer avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est géniale si elle est au service de l'humain. Je ne sais pas si un jour elle continuera à être à la contrôler aussi bien. Certains ont dit que l'intelligence artificielle irait plutôt vers le côté du nucléaire pour le côté simple. Je ne sais pas si c'est la solution et je ne crois pas. Et puis, une certitude, il n'y a pas de plan B. Par rapport à la planète, nous n'en avons qu'une seule. Est-ce que l'impact que l'on peut avoir en Suisse, est-ce que cet impact, est-ce qu'il est suffisamment fort? Est-ce qu'il va suffisamment vite? Est-ce que la citoyenne et le citoyen va plus vite que nous à Berne? À Berne, c'est lent. Il faut dire ce qui est, c'est lent, mais quand ça agit du point de vue des cantons, mais aussi est-ce qu'on doit agir au niveau des cantons? Les questions de génération également. Est-ce que c'est le combat d'une génération? Je ne crois pas. Je rencontre tous les jours des gens âgés qui sont très concernés pour eux-mêmes, mais surtout pour leurs petits-enfants, et qui veulent être dans cet activisme. Je pense que c'est aussi une chose qui est importante. Ensuite, chaque génération a fait un effort. Il y a une génération qui a fait un effort par rapport à l'AVS, une génération qui a fait un effort par rapport à la prévoyance, et peut-être une génération qui doit faire maintenant cet effort vis-à-vis du climat. Et puis, à Berne, bien évidemment, peut-être qu'il y aura des questions sur la question des lobbies, mais nous avons des lobbies de gauche, de droite, du centre, de l'agroalimentaire, un peu
de tout, mais tant qu'il y a de la transparence, nous travaillons aussi par rapport à la transparence, augmenter le lien démocratique. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que le vote, ça a été évoqué aussi dans la présentation précédente, à 16 ans? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est une interrogation? Est-ce que si on met le droit de vote à 16 ans, est-ce que les choses bougeront plus ou pas? Qui vote? C'est une des choses sur lesquelles pratique quand on voit que pour certains votes, 60% des gens votent. Est-ce que s'il y avait 65 ou 70%, est-ce qu'on aurait un impact beaucoup plus important? Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie et puis Christophe probablement soit posera les questions, soit répondra en même temps que moi. Merci bien.